Salut à tous, bienvenue sur la page Facebook d'AutoPlus pour ce premier live avec les journalistes de la rédaction. Avant d'accueillir nos invités, je veux juste m'assurer que vous soyez bien abonnés à notre page, que vous l'ayez bien liké. Ça vous permettra de ne pas rater nos prochains directs et notamment celui avec notre expert Formule 1, Jean-Louis Moncey. Je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. Nous allons donc parler aujourd'hui des nouveautés 2020 avec deux journalistes de la rédaction, nos deux experts. Il s'agit de Agnès Lasbarère. Salut Agnès. Salut Géraldine. Avec qui nous allons parler des SUV stars de l'année. Et Stéphane Martin. Salut Stéphane. Bonjour Géraldine, bonjour tout le monde. Avec qui nous allons donc évoquer les nouveautés françaises qui vont être présentées dans les mois à venir. Alors Stéphane, je vous propose qu'on commence ensemble. Et ma première question, elle est relative au salon. Il y en a eu très peu depuis le début de cette année. Vous êtes allé à Bruxelles, mais c'est à peu près tout. Comment vous imaginez la suite des choses pour les constructeurs? Comment vont-ils présenter finalement leurs nouveautés avec cet épique coronavirus qui aujourd'hui nous a un peu plombé? Alors oui, c'est vrai que la pandémie a commencé en Europe, en tout cas avec l'ouverture du salon de Genève au début mars. Donc c'était le premier à être annulé. On sait que le mondial de Paris sera annulé dans sa forme classique. Voilà, donc d'autres salons vont suivre. Les constructeurs font comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils font du télétravail. Donc on assiste à des séances vidéo, on découvre les nouveautés, pas en chair et en os malheureusement, c'est ça qui nous manque. Mais bon, on peut voir au moins les lignes extérieures, l'intérieur, les fiches techniques, etc. Et après, on n'a plus qu'à attendre enfin qu'on puisse sortir pour les voir en vrai. Alors, on va tout de suite parler d'une nouveauté. Elle est française. Le patron de Citroën en a parlé sur les réseaux sociaux. Il évoque donc l'arrivée très prochaine de la C4. Concrètement, Stéphane, à quoi faut-il s'attendre pour cette berline qu'on annonce SUVisée? Déjà, ça veut dire quoi? Alors, effectivement, la C4, ça devait être une des stars du mondial de Paris en octobre. A priori, Citroën a décidé d'anticiper un peu la révélation, puisque le patron de Citroën a parlé du mois de juin, de cet été en tout cas, pour découvrir les lignes. Nous l'avons déjà évoqué dans AutoPlus. On a même proposé un dessin qui, on l'espère, sera proche de la réalité. Alors, il faut savoir que Citroën était absent du segment des compacts depuis la fin de l'ancienne C4 en 2018. Et c'était un trou pour eux parce que c'est quand même des gammes importantes en termes de volume de vente, donc il fallait qu'ils y reviennent absolument. Et ils ont décidé de faire un peu de la tendance actuelle, c'est-à-dire une voiture comme tu le disais, un peu SUVisée, donc un peu plus haute sur pattes, avec des protections de carrosserie. On retrouvera notamment les fameux air bump chers à Citroën, mais qui seront ici plutôt relégués sur les bas de caisse. En termes de bouclier avant, bouclier arrière, on aura aussi certainement quelques petites protections en plus pour faire un peu baroudeur. Mais par contre, pour le reste, il faut s'attendre à vraiment quelque chose de très original. Comme toujours chez Citroën, ça leur réussit ou ça leur réussit pas, ça dépend. Mais ils vont jouer la carte de la différence. Pierre Leclerc, le nouveau patron de design qui a intégré le centre de style Citroën en 2018, est arrivé un peu tard pour y mettre sa patte totale, mais il a quand même procédé à quelques retouches. Voilà, ça va être quelque chose de vraiment très particulier, avec un arrière un peu tronqué, une proue vraiment très verticale. Vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire, et contre toute attente, elle ne sera pas basée sur une plateforme de 308, qui serait sa cousine logique, mais elle sera basée sur une plateforme de 2008, ce qui lui permettra d'avoir notamment une motorisation 100% électrique de 136 chevaux. Alors, on parlait de design original, il y a une autre création que Citroën a présentée juste avant le confinement, c'est l'Ami. C'est un tout petit cube sur roue. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi révolutionnaire que la 2 chevaux à son époque? Alors, aussi révolutionnaire, c'est ce que Citroën voudra nous faire croire. En fait, alors il ne s'agit pas d'une voiture, il s'agit d'un quadricycle à moteur, et la nuance est importante puisque, en termes de réglementation, le quadricycle à moteur la rend accessible dès 14 ans. Donc voilà, pour les parents de jeunes ados, c'est peut-être plus rassurant de les savoir dans une Ami que sur un scooter ou une mobilette. C'est un petit cube, vraiment très rigolo, c'est tout petit. C'est un peu ce que Renault a fait avec la Twizy, sauf que là, on a vraiment un cube fermé. Donc, quand on est à bord, on est à l'abri et au chaud et au sec. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. C'est 100% électrique, évidemment. Ça promet 70 km d'autonomie, un tarif annoncé à partir de 6 000 €, bonus inclus. Aussi des formules en autopartage et des formules de location. Il y a plein de choses et vraiment plein de détails amusants dans cette voiture. C'est une voiture un peu low cost. En fait, il y a plein d'éléments de carrosserie qui sont communs entre l'avant et l'arrière.
Les portes sont les mêmes, ce qui leur a imposé un système d'ouverture un peu particulier avec des portes antagonistes, puisque la porte gauche est identique à la porte droite, donc ça c'est plutôt rigolo. Il y a plein de détails amusants à bord. Alors après, hormis le nom qui rappelle certains modèles glorieux de Citroën, il y a quelques petits détails comme l'ouverture des fenêtres qui se fait façon 2 chevaux, avec la partie basse qui se rabat sur le dessus. L'intérieur est vraiment marrant, c'est très basique mais très marrant. Et puis moi, le petit détail que j'ai adoré, c'est la rallonge, qui est en fait intégrée dans la trappe, comme s'il y avait une trappe à carburant. Mais en fait, c'est comme un aspirateur, vous avez la rallonge qui est enroulée là-dedans. Donc, ça permet de gagner de la place et puis de ne pas sacrifier le coffre, mais de toute façon, il n'y a pas de coffre. D'autres nouveautés chez Citroën à suivre, ou est-ce que globalement, on a fait le tour de ce qui va se passer? Alors, chez Citroën, on a un peu fait le tour, en tout cas, des nouveautés marquantes. Il ne faut pas oublier la C3 restylée, qui devait arriver dans les concessions là, mais qui sera certainement du coup un peu décalé, donc plutôt à l'été quand tout sera réouvert. C'est un petit restylage discret, c'est surtout pour adopter la nouvelle identité visuelle à l'avant. Il n'y a pas de grosses modifications. Et après, en termes de grosses nouveautés chez Citroën, il faudra attendre une éventuelle C5 qu'on attend depuis très longtemps, qu'on espère voir sortir, mais pour l'instant, elle se fait très rare, même en termes de voiture camouflée. Très franchement, pour l'instant, elle est passée sous les radars, cette voiture. Bon, alors on referme ce chapitre Citroën, on va ouvrir à présent le chapitre Renault. On a découvert une Mégane restylée à l'occasion du Salon de Bruxelles dont on a parlé tout à l'heure. Et finalement, la principale nouveauté sur cette compacte, c'est pas le style, ça se passe plutôt sous le capot avec l'arrivée de motorisations hybrides rechargeables. Ouais, alors chez Renault, très sincèrement, je pense que le confinement leur a fait du bien parce que bosser au centre de design et de recherche et développement chez Renault ces derniers temps, ça devait être très compliqué parce qu'ils ont enchaîné nouvelle Clio, nouveau Capture. Alors, si je ne me trompe pas, et dans l'ordre, Espace restylé, Talisman restylé, maintenant Mégane restylé, plus d'autres choses qui vont arriver dans l'avenir. Donc oui, il y a plein de nouveautés chez Renault et surtout l'arrivée de l'hybridation légère ou rechargeable sur Capture, sur Clio, hybridation légère, et sur Mégane à partir de cette version restylée que l'on découvrira, qu'on a déjà vue, mais qu'on pourra voir en vrai dès cet été. La Mégane 5, on l'attend pour cette année? Non, clairement pas. Mégane 5, ce sera beaucoup plus tard, mais parce que Mégane 5, il y aura vraiment de grosses modifications, nouvelle plateforme, plein d'aides à la conduite à bord, vraiment une modernisation de l'habitacle, un style un peu plus dynamique et un peu plus marqué. Ce sera vraiment le match de 2022 avec la future 308 aussi, qui sera renouvelée un peu avant elle. On en parlera un petit peu après. On aura l'occasion. Vous avez évoqué le côté espace, talisman, Twingo Z2. Est-ce que ces modèles vont pâtir du coronavirus? Est-ce qu'on va les voir plus tardivement en concession? Est-ce qu'elles sont toujours prévues cette année ou peut-être décalées à 2021 pour certaines? Alors, l'espace restylé avait été dévoilé en début d'année et a priori, la production a pu commencer avant la fermeture pour cause de pandémie. Donc, dès que les concessions vont rouvrir, a priori, ce sera le nouvel espace restylé qui sera dans ces concessions. À ce propos, d'ailleurs, ce sera a priori la dernière génération d'espace, puisqu'on sait que les monospaces familiaux sont en perte de vitesse. Et donc, il aura juste ce petit coup de frais pour finir ses jours tranquillement. Talisman restylé qui a été présenté un peu plus tard. Alors, elle, c'est pas de chance, puisque la pandémie est arrivée juste quand elle commençait à être produite. Donc, pour l'instant, tout a été décalé. Donc, c'était une arrivée prévue pour cet été, mais ce sera vraisemblablement plutôt pour la rentrée. Bon, sachez que pour les amateurs d'espace et de talisman, il y en a quand même. C'est plutôt des détails esthétiques et une mise à niveau en termes d'équipement. Il n'y a pas grand-chose à attendre, ni en termes de châssis, ni en termes de motorisation. Twingo Z2, qui devait être dévoilé au mondial, enfin commercialisé dans la foulée du mondial, pardon. A priori, ce sera vraisemblablement plutôt sur début 2021. C'est dommage parce que c'est une proposition intéressante. C'est la version française de la Smart 4 qui devient toute électrique. Et il y a plein de bonnes choses dans cette Twingo puisqu'elle reprend un moteur adapté de la Zoé. Et on sait que la Zoé chez Renault, enfin voilà, c'est un succès qui n'est plus à démontrer. Et elle a fait ses preuves, donc a priori ça devrait être un bon modèle. Ça va même se fighter peut-être carrément. Il va y avoir de la concurrence. Non, je pense pas parce que la Twingo sera a priori moins chère qu'une Zoé et une Zoé restera un peu plus polyvalente. Elle est un peu plus grande que la Twingo. La Twingo sera vraiment pure citadine, alors que la Zoé est appelée à être un peu plus polyvalente quand même. Et enfin, Géraldine, j'ai oublié ce que vous m'aviez dit. On parlait de la Mégane, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, Mégane devait arriver cet été. Et là aussi, il faut, a priori, je pense, un peu plus de délai plutôt pour la rentrée. Très bien.
On parlait de Renault, je vais faire une petite parenthèse Dacia. Alors oui, c'est une marque roumaine, mais en grande partie avec composé d'éléments de chez Renault. D'ailleurs, le petit Spring, le petit SUV qui doit arriver très prochainement en fin d'année, c'est finalement un Renault rebadgé, enfin une Dacia rebadgée une Renault rebadgée en Dacia, pardon, j'en perds mon latin. Oui. Alors voilà, le Dacia Spring, qui est un petit SUV qui est à peine plus long qu'une Twingo, 10 cm plus long qu'une Twingo, il a fait les frais de l'annulation du Salon de Genève parce qu'on devait le voir en vrai au Salon de Genève. Bon, manque de bol, on l'a pas vu. Nous, on a eu la chance de le voir à part au Technocentre de chez Renault. Très honnêtement, c'est super craquant. Vraiment, c'est un petit look de SUV tout ramassé, tout compact, mais vraiment très mignon, avec plein de petits détails craquants. Et effectivement, Géraldine, comme vous le disiez, on peut le mettre dans la catégorie des Renault, puisqu'en fait, la version de base est la Renault City KZE ou KZ2, qui est déjà vendue en Chine et qui est aussi un petit SUV 100% électrique. Et donc, cette Dacia reprendra énormément de choses de cette Renault chinoise. Alors, chez Dacia, il y a aussi un gros morceau qui va arriver, qui va être renouvelé. C'est la Sandero, 3e génération. Alors, est-ce que le constructeur va prendre des risques pour ce best-seller ou est-ce qu'au contraire, il va la jouer plutôt soft, comme on l'a vu chez Renault avec sa Clio, où finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé? Oui, alors la Sandero, c'est le best-seller de chez Dacia. Voilà, je crois que c'est encore depuis 2 ou 3 ans la voiture la plus vendue aux particuliers en France. Donc, c'est vraiment le carton plein pour cette voiture. On sait que chez Dacia, comme chez Renault, on est parfois frileux au moment de changer ses stars. On l'a vu avec la Clio. Et bien, contre toute attente, la Sandero 3, donc on vous a dévoilé le design dans le numéro d'Autoplus qui est encore en kiosque jusqu'à demain. Donc dépêchez-vous après ce live, foncez chez votre kiosquier s'il est ouvert. Vous pouvez encore acheter Autoplus et découvrir la nouvelle Sandero. On peut l'acheter en ligne au cas où. Et l'acheter en ligne, bien entendu. Donc non, là pour le coup, ils ont fait vraiment quelque chose de bien. En fait, ils ont fait un peu comme le Duster. Ils ont cherché à faire une montée en gamme bien visible. Donc on va avoir une citadine qui va garder le même gabarit, donc plutôt une grande citadine spacieuse, mais avec des lignes beaucoup plus dynamiques. Ils ont cherché à travailler les détails davantage. On a un capot nervuré, on a des nouveaux phares qui font plus modernes et un peu moins cheap, sans vouloir être offensant avec l'ancienne Sandero. On a des poignées de porte intégrées, non plus des tirettes en plastique. Vraiment plein de petits détails, les répétiteurs de clignotants qui sont intégrés dans les rétroviseurs. Donc vraiment une belle montée en gamme bien visible. À l'intérieur, c'est pareil, on reste dans le basique, mais ça ne veut pas dire forcément basique, ça ne veut pas dire forcément bas de gamme. Donc il y aura plein de bonnes choses, du robuste, mais quand même du moderne avec un écran multimédia. Alors pas trop d'aide à la conduite parce qu'évidemment chez Dacia on ne veut pas gonfler les prix. Mais par contre, elle sera basée sur une plateforme de Clio, la dernière Clio. Il faut savoir quand même que la Sandero actuelle est basée sur la plateforme de la Logan qui date de 2004. Donc là, voilà, quand même, la Sandero va enfin verser dans le 21e siècle avec une plateforme moderne, un comportement à la hauteur, évidemment, forcément modernisé, des motorisations aussi empruntées à la Clio 5, notamment la version hybride. Et puis, comme toujours chez Dacia, puisque c'est un des rares constructeurs à encore proposer ce type de carburant, une version GPL qui sera évidemment très attendue également. Alors, est-ce qu'on parle du lot J aussi en renouvellement? On ne dit jamais 203. Est-ce qu'il fait partie du lot de cette année ou pas du tout? Alors oui, effectivement, on peut parler du Logi puisqu'il sera à peu près renouvelé en même temps que la Dacia Sandero. Alors Dacia Sandero, on devait la découvrir au Mondial, on la découvrira certainement en fin d'année d'une façon ou d'une autre. Le Logi, il faudra certainement attendre plutôt début 2021, mais son renouvellement suivra de très près celui de la Sandero. Bon alors, on a parlé de Citroën, on a parlé de Renault, on a parlé de Dacia. On va parler à présent de Peugeot, avec une voiture qu'on attend, mais avec une impatience infinie. C'est la 508 PSE, qui est une sportive hybride rechargeable. Alors, on l'a vue sous toutes les coutures, mais alors, c'est tout ce qu'on a vu. On ne sait rien d'elle. Est-ce que vous en savez plus concrètement, Stéphane, histoire d'éclairer notre lanterne? Alors chez Peugeot, au centre de recherche et développement, ça va être un peu plus cool que chez Renault, parce que chez Peugeot, ils ont fait 208 et 2008 coup sur coup, mais eux, ils ont le droit à des petites vacances, avant de proposer plein d'autres choses dont Agnès vous parlera plus tard pour la partie SUV. Mais quand même, chez Peugeot Sport, puisque la 508 dont vous parlez a été développée par Peugeot Sport, on s'est fait plaisir, vraisemblablement, en tout cas d'après les photos, puisqu'on s'est offert une 508 dynamisée. Alors vraiment un look un peu plus sportif, même si on reste quand même dans l'élégance, on n'est pas non plus dans le tuning bas de gamme, attention.
Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qui se cache sous le capot de cette 508. Alors, je reprends mes petites fiches parce que je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais donc ce sera une version hybride rechargeable, ça c'est sûr, qui devrait développer autour de 360 chevaux et qui embarque à l'avant un moteur thermique classique plus un moteur électrique. Et à l'arrière, on trouvera également un autre moteur électrique, ce qui fait qu'on aura une transmission intégrale. Pour les 360 chevaux, c'est plutôt pas mal. Alors, la 508 PSE qui sera dévoilée dans les tout prochains jours du mois d'avril, il me semble, Peugeot devrait en dire un peu plus. Donc, on va patienter, on va être connecté sur autoplus.fr pour en savoir plus. Vous qui êtes proche des constructeurs, je ne peux pas m'empêcher, Stéphane, de vous demander qu'en est-il du e-Legend, ce concept que tout le monde adore, qu'on nous a annoncé en production, puis finalement non. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va advenir de ce coupé hommage à la 504 et qu'on adore ? Ah, le e-Legend. Alors, petit flashback, c'était le Mondial de Paris 2018. On pouvait encore sortir à cette époque, boire des coups en terrasse, aller dans les salons et découvrir ce modèle de dingue. Mais vraiment, c'était un truc sublime qui était effectivement fait pour rendre hommage aux 50 ans de la 504 coupée notamment. Ça a été quasiment l'émeute sur le salon. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Des gens venaient avec des carnets de chèques en main pour passer des bons de commande. Le staff de Peugeot, Carlos Tavares en tête, a longtemps soufflé le chaud et froid sur l'avenir de cette voiture quant à son éventuelle production en série. On y a cru très longtemps. On a même fait un sujet dans Autoplus il n'y a pas très longtemps pour vous dire pourquoi il fallait que Peugeot le fasse. Mais Peugeot ne le fera pas. Voilà, bon, très honnêtement. Merci Stéphane. Peugeot ne doit pas lire Autoplus, tant pis pour eux. Parce que, en plus, très honnêtement, on parlait de la 508 PSE tout à l'heure. Il faut savoir que le concept était un modèle 100% électrique, mais en se basant sur la 508 PSE, il y avait de quoi faire. Ils avaient déjà un châssis, ils avaient une motorisation hybride de 360 chevaux, une transmission intégrale. Il ne restait plus qu'à l'habiller d'une carrosserie qui serait restée très proche du coupé e-Legend et ça aurait été le carton plein. Mais Peugeot pense que c'est trop cher et qu'ils ne nous en vendront pas assez pour le rentabiliser. Bon, c'est bien dommage. On retentera, on ne sait jamais, sur 2-3 salons, quand on croisera les équipes. Il y a toujours, Jarly, il y a toujours une pétition en ligne pour pousser au développement en série du e-Legend. Donc j'invite les internautes à aller signer cette pétition, on ne sait jamais. Bon, Monsieur Imparato, si vous nous écoutez, voilà, on croise les doigts pour avoir ce fameux e-Legend. Je vais vous parler, Stéphane, on va toujours rester dans le groupe PSA, on va parler de DS à présent, qui pour une fois n'a pas lancé un SUV. Son troisième modèle inédit dans sa gamme est une berline, c'est la DS9. Et ce qu'elle vise, elle, en priorité, c'est les premiums allemands, clairement. Oui, alors chez DS, les choses sont un peu plus compliquées et je pense que malheureusement pour eux, le coronavirus ne va pas arranger les choses, parce qu'on sait qu'en Chine, leur position, qui était un peu le marché de prédilection de DS et ce pourquoi la marque avait été faite, en Chine, ça marche pas du tout, faut être honnête. Voilà, les concessions ferment à tour de rôle. Les DS Corner ferment à tour de rôle. Donc, ils se ressentent un peu sur l'Europe et ils s'aperçoivent qu'ils ont une gamme très petite avec la DS3 et le DS3 Crossback, et DS7 Crossback. Parce que la DS3, c'est une Citroën, on est d'accord. Elle reste dans la gamme, mais... Oui, alors elle est badgée DS, mais DS, ça reste comme une DS, mais effectivement, c'est quand même un gros dérivé de chez Citroën. Et donc, pour étoffer cette gamme de 2 produits, ce qui est un peu léger quand même, ils ont pensé à une grande berline. Et ça tombe bien, puisque dans la famille de chez DS, il y a Peugeot, qui avait la 508. Donc, ils se sont servis des dessous de la 508, du moteur de la 508, et ils l'ont habillé façon DS avec une DS9. Question style, c'est du DS. Donc, il y a les pour, il y a les contre. Il faut aimer le chrome. Vraiment, là, ils ont fait très fort parce qu'il y a des touches de chrome partout autour des surfaces vitrées. Il y a des joncs chromés sur le bouclier arrière qui descendent quasiment jusqu'au passage de roue. Il y a un jonc chromé façon sabre sur le capot. Il y a beaucoup d'évocations à la DS d'ailleurs. Oui, il y a des petits détails très sympas, notamment des petits répétiteurs de clignotants qui sont au-dessus de la lunette, comme un peu les obus des premières DS. C'est un peu baroque, très honnêtement. Moi, je ne suis pas très fan. Mais souhaitons pour eux que ça marche. Et ce qui est intéressant surtout, c'est les dessous de cette voiture, puisque comme je vous le disais, elle reprend donc plateforme et mécanique de 508, donc on va retrouver de l'hybride rechargeable, ce qui est vraiment la tendance du moment, de l'essence et pas de diesel, dans une catégorie quand même où chez les familiales et les routières, le diesel se taille encore à la part du lion. C'est quand même assez osé de proposer ça. Clairement, dans le viseur, c'est le premium allemand.
Et il suffit de voir les photos de l'habitacle, effectivement, c'est juste magnifique. Très franchement, c'est très inspiré, la planche de bord est très inspirée de la DS7 Crossback. Et voilà, on retrouve cette touche DS avec du cuir de qualité, des matériaux originaux, cet esprit de finition à la main façon haute couture. Est-ce que ça va suffire pour aller concurrencer le premium allemand? On verra quand elle arrivera. Donc, elle devait être dévoilée à Genève, ça n'a pas été le cas bien entendu, et commercialisée dans la foulée du mondial. Gageons qu'ils garderont cette date de commercialisation, donc on pourra certainement l'essayer et puis l'acheter si on est convaincu d'ici la fin de l'année. J'en profite, est-ce qu'on aura une petite voiture, une petite DS3 nouvelle génération prévue dans la gamme, ou est-ce que pour le moment on se concentre sur les SUV et les berlines et puis le reste on verra plus tard? Alors pour l'instant, donc, comme je vous le disais, ils ont DS3 Crossback qui marche pas trop mal, même si ça marche a priori pas autant qu'ils le voudraient, mais bon, ça c'est un peu le lot de tout le monde. DS7 Crossback qui lui marche très bien, ils placent beaucoup d'espoir dans la DS9. Ils ont clairement dit que la DS3, donc la petite citadine craquante qu'a lancé DS, qui était le premier modèle de la marque DS, qui était vraiment une citadine très craquante, super dynamique, sportive. Ils ont dit que ça, il n'y aurait pas de succession, puisqu'ils ne croient plus à la petite citadine 3 portes. Reste à savoir s'ils vont développer autre chose. Agnès vous parlera peut-être d'un DS4 Crossback, donc façon SUV, mais je lui laisse le plaisir de vous en dire un peu plus. Stéphane, pour conclure cette partie sur les nouveautés françaises, est-ce qu'on peut se projeter un petit peu sur 2021 ? Quel est le programme des constructeurs français sur l'année à venir, enfin l'année prochaine, pardon ? Eh bien, alors, pour le coup, le programme de l'année à venir, c'est encore une fois Agnès qui va vous en parler plus, puisqu'on va avoir le droit aux 3000 litres stylés, vraisemblablement une nouvelle génération de Kadjar, donc plutôt des SUV, donc je lui laisserai le plaisir de vous en parler. Pour ma part, moi, je vous dirais que les prochains matchs, alors plutôt sur 2022 ou fin 2021, ce sera Mégane 5 contre Nouvelle 308, puisque les deux ont été renouvelés à peu de temps d'écart. Et puis Twingo 4, a priori en 2022. On a déjà chez Auto Plus proposé quelques petits dessins de ce à quoi elle pourrait ressembler, et c'est plutôt mignon, donc à voir. Très bien. Bon, eh bien, on va attendre ça avec impatience. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous. Pour ce programme très complet des nouveautés françaises 2020. Et on va tout de suite rejoindre Agnès, qui est donc chez elle. Bonjour Agnès, coucou. Bonjour. Bonjour. Agnès, on va parler donc des SUV avec vous. Très clairement, vous avez aujourd'hui plus la possibilité d'aller découvrir les voitures en direct, en tout cas de les voir sur pièce. Et donc, comme c'est le cas aujourd'hui pour le nouveau petit SUV Toyota qui a été présenté, c'est une présentation totalement virtuelle auquel vous avez assisté. C'est bien ça ? Oui, exactement. En règle générale, quand un constructeur dévoile un nouveau modèle, on a la chance de pouvoir y assister. Donc, on voit le véhicule en avant-première, on va dire, et bien avant les essayeurs. C'est une présentation statique uniquement, il faut le préciser. Mais au moins, on voit les vraies formes, on voit à l'intérieur, on peut s'installer à l'intérieur aussi. Ça nous permet de voir si effectivement il y a de la place, la qualité des matériaux, si c'est bien fini, etc. Et là, ce matin, Toyota, qui devait présenter ce petit SUV à l'occasion du Salon de Genève, n'a pas pu le faire, bien évidemment, donc a décidé de le faire comme ça, de manière virtuelle. Et donc, on a pu voir simplement des images, d'une petite vidéo et puis des photos. Et c'est tout. Alors concrètement, c'est quoi ce petit SUV qu'a présenté Toyota ? Est-ce que c'est quelque chose de complètement inédit dans la gamme ? Alors absolument, c'est totalement inédit dans la mesure où c'est un petit SUV, un SUV citadin. On va aussi dévoiler son nom, enfin on en a déjà parlé sur autoplus.fr aujourd'hui, mais son nom c'est le Yaris Cross. Il est sur la base de la Toyota Yaris, de la nouvelle dont on avait parlé aussi récemment. Donc il est assez petit. Enfin, il fait 18 cm de plus quand même 24 cm de plus que la Yaris. Il fait 4,18 m. Il est donc plus long, plus costaud et surtout, il a plus un style de RAV4 plutôt que de Yaris en fait.
Très bien. C'est un modèle qu'on verra très prochainement, en commercialisation d'ici la fin de l'année ou début 2021 plutôt? Oui, ça sera plutôt début 2021, mais ça va arriver vraiment très très vite puisqu'ils vont très vite débuter la production. Autre nouveauté qui a fait parler d'elle cette semaine, c'est la prochaine génération du Moka d'Opel, un modèle qui sera pour le coup proposé uniquement en version électrique, c'est bien ça? Oui, alors la deuxième génération du Moka, on l'attend avec impatience. Il faut préciser qu'il n'aura plus le X, il s'appelait Moka X jusqu'à maintenant. Maintenant, ce sera Moka tout court. Alors pour le moment, on ne le voit que camouflé, avec un très beau camouflage d'ailleurs, mais il va arriver aussi très prochainement, début 2021. Et la seule chose qui est importante à préciser, c'est qu'effectivement, il va arriver tout d'abord en version électrique. Il faut signaler quand même qu'il partage sa base technique avec la maison PSA, avec les modèles, donc le E 2008, notamment pour la version électrique, et puis aussi les modèles de chez DS. Donc, ça sera un peu le même principe, mais avec une vraie identité Opel. La nouveauté chez les SUV, enfin sur le segment des SUV qui aujourd'hui représente le gros des ventes, c'est les SUV électriques. Et par exemple, chez Mercedes, on développe de plus en plus de véhicules de ce type. Le premier, c'était le QC, mais on a le QA et le QB qui sont dans les cartons et qui sont finalement des versions électriques de modèles citadins et compacts qu'on attend très prochainement. Oui, alors effectivement, Mercedes a commencé avec le QC. Alors moi je dis EQC, comme le GLC, etc. c'est la base du GLC. Le QA et le QB vont suivre exactement le même chemin. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des modèles, certes électriques, ce sont des variantes électriques, respectivement, du GLA et du GLB. Donc ils auront, parce qu'on ne les a pas encore vus, on les a vus encore camouflés, mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ils ont la silhouette du GLA et du GLB, comme le QC avec le GLC. L'avant, évidemment, change, puisqu'ils ont une sorte de masque noir qui est un peu laqué, qui englobe les optiques et puis la calandre, et puis l'arrière aussi est modifié. Mais pour le reste, c'est vraiment la même silhouette, parce qu'en fait, c'est vraiment sur une base mixte électrique-thermique qu'ils ont été conçus. En revanche, un petit peu plus tard, il y a d'autres modèles qui vont arriver chez Mercedes, ça c'est une parenthèse, mais qui ne seront pas des SUV, enfin il y en aura certainement, mais pas en premier temps, et qui seront, eux, sur une toute nouvelle base, une base technique, une nouvelle plateforme qui, elle, va servir uniquement au modèle électrique. Et ça sera une grande nouveauté, alors que les trois autres précités, eux, sont vraiment des variantes. Ce sera notamment, peut-être, on peut le dire, une classe S électrique, si mon souvenir est bon. Exactement, normalement, il y aura le QS, donc la classe S électrique, et aussi le QE, normalement, qui sera la variante électrique de la classe E. Mais il faudra lire Autoplus très prochainement parce qu'on a fait un très gros dossier justement sur les prochaines Mercedes. Toujours à propos de Mercedes et de ses SUV, c'est le GLA aussi qu'on a vu en début d'année qui a eu le droit à son petit coup de pinceau, histoire de se redonner un petit coup de jeune. Alors même plus qu'un petit coup de pinceau, parce que pour le GLA, c'était assez attendu, c'est une nouvelle génération et qui est assez bienvenue parce qu'on faisait beaucoup de reproches au GLA d'être une classe A un peu surélevée. Là, il a un vrai look de SUV, il a pris 10 cm en hauteur, il est un petit peu plus large, donc là, il a un vrai look de baroudeur et c'est plutôt bienvenu. Et puis, il adopte la planche de bord aussi très moderne de la classe A et puis, il s'équipe pour rivaliser avec ses copains de chez BM et de chez Audi. Il a aussi une banquette coulissante pour l'habitabilité, etc. Non, il est beaucoup mieux, puis il a vraiment un vrai look de SUV. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. C'est une bonne nouvelle. Je profite, Agnès, je regarde en même temps les commentaires sur Facebook. Des personnes nous parlent de l'hydrogène chez Mercedes. Est-ce que c'est une technologie qui est évoquée ou pour le moment, on n'en sait pas trop? Eh bien, apparemment, ils abandonneraient. Très bien. Voilà. D'après les dernières nouvelles, ils laissent un petit peu tomber l'hydrogène. Très à bien. Confirmer, mais ça serait le cas. Est-ce que, par exemple, chez BMW, c'est pas le cas? Est-ce que les modèles à hydrogène ont un avenir sur les SUV? Est-ce qu'on en sait un petit peu plus là-dessus? On sait qu'il y a des SUV électriques qui sont en tout cas dans les cartons, il y en a au moins 2. Mais est-ce que la technologie hydrogène est évoquée?
Eh bien, en ce moment, on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai que c'est une technologie qui est un petit peu compliquée, qui a pas mal d'avantages, mais qui est un petit peu compliquée. Et du coup, pour le moment, les constructeurs se focalisent énormément sur l'électrique parce que tout le monde en parle. Et puis surtout, il faut dire qu'ils en ont vraiment besoin, hein, parce que avec les nouvelles normes liées aux émissions de CO2, il est important pour eux de faire baisser le grammage dans leur gamme, hein, puisque c'est calculé sur leur gamme, donc il faut qu'ils arrivent à faire descendre le grammage de l'ensemble de leur gamme. Donc du coup, ils misent beaucoup sur les électriques pour jouer là-dessus, parce que sinon, ils vont être obligés de payer pas mal de pénalités, et ça, ils n'aiment pas trop. Alors, concentrons-nous chez BMW sur le X3 finalement pour commencer, parce que c'est le modèle le plus, je vais dire simple, c'est pas méchant, hein, mais c'est parce que finalement c'est une version électrique d'un modèle déjà connu. Oui, c'est ça. C'est tout simplement la version 100% électrique du X3. Donc, il aura le même gabarit, le même look. Il y aura juste, pareil, des petits détails esthétiques à l'avant et à l'arrière qui feront qu'on pourra le reconnaître, qu'on pourra comprendre que c'est un modèle électrique. Mais pour le reste, ça sera vraiment le même gabarit et ça sera un X3 tout simplement électrique qui a annoncé avec 270 chevaux et 400 km d'autonomie environ. Et lui, il est annoncé pour la fin d'année ou là dans des tout prochains jours, est-ce qu'on a une idée? Oui, je crois que c'est fin 2020, début 2021, il me semble. Très bien. L'autre gros SUV chez BMW annoncé, c'est le iNEX. Alors lui, pour le coup, c'est le gros mastodonte. Oui. Alors là, c'est vraiment plutôt un mastodonte. Bon, c'est du gabarit du X5, donc là, c'est quand même assez imposant. Alors ça devrait être la vitrine technologique électrique de BMW, et puis il pourra s'équiper de la conduite autonome de niveau 3 quand ça sera autorisé, bien évidemment, hein, puisque pour le moment la réglementation ne l'autorise pas, avec la technologie 5G, etc. Et puis surtout, normalement, BMW annonce une autonomie qui devrait tourner vers les 700 km, on verra. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a toujours Tesla hein, qui est bien avancé sur ses autonomies, donc les constructeurs ont envie d'aller plus loin justement dans l'autonomie, ce qu'on demande le plus à une voiture aujourd'hui, bien sûr. Alors Tesla, on en parlera après. Le iNext, il est prévu pour quand, Agnès? Vous avez une idée? 2021, ça va arriver vite aussi. Bon. Ouais, il y en a pas mal qui roulent en ce moment en test. Voilà, c'est ça. C'est des voitures, on les a annoncées comme nouveauté 2020, mais parce que c'est des véhicules qu'on a déjà vus sous la forme de prototypes, de mulets, et donc la présentation est peut-être prévue d'ici la fin de l'année, mais la commercialisation ne se fera qu'à partir de 2021. Exactement. Dernier petit SUV finalement qui promet d'arriver dans la gamme BMW, c'est un SUV citadin. Est-ce que c'est le Urban Cross? Est-ce que je dis bien son nom? Est-ce que c'est bien son positionnement? Alors, on ne sait pas encore si ça sera Urban Cross ou Urban X, son nom réel, mais une Urban Cross, ça me semble pas mal. Oui, bien sûr, BMW, ils ont quand même une gamme, notamment dans leur X, qui est quand même extrêmement complète, mais ils n'ont pas de SUV citadin. Et Audi, par exemple, un Q2, et puis peut-être que Mercedes, voilà. Donc, il faut se dépêcher, et c'est prévu. Très bien. Alors, on va passer à présent sur les nouveautés Audi. Vous avez évoqué le Q2, mais je voudrais juste terminer sur cette lignée de SUV électriques et parler du Q4 e-tron, c'est bien ça, et ce sera donc le troisième modèle 100% électrique du constructeur après la e-tron Sportback et la e-tron GT. C'est bien ça? Ah oui, il y a eu l'e-tron, Sportback. E-tron GT. Va arriver l'e-tron GT, une magnifique voiture, mais c'est pas un SUV, donc je ne peux pas en parler tout de suite. Mais il y aura effectivement le Q4 e-tron qui avait été présenté, je crois que c'était au Salon de Genève l'année dernière. L'avantage de ce Q4 e-tron, c'est que il va être un petit peu plus accessible en termes de gabarit, mais aussi en termes de prix, que le fameux e-tron qui est vraiment là aussi un très gros mastodonte. Le Q4, lui, ça sera un gabarit qui sera entre le Q3 et le Q5, vraiment pile au milieu. Donc, ça fait dans les 4,60 m environ. Et puis, il n'aura pas autant d'artifices que l'e-tron qu'on a, le gros SUV. Lui, il sera plutôt avec des rétroviseurs normaux, une planche de bord juste avec 2 écrans et pas tous les écrans qu'il y a dans l'e-tron, le premier SUV. Donc, voilà. Pareil, l'autonomie,
On espère qu'elle sera assez grande, mais elle sera assez, puisque ça sera quand même un modèle un peu compact, grand pour la catégorie des compacts, mais il sera plus facile à utiliser. Et puis surtout, comme chez Audi, il aura un look assez Audi, c'est-à-dire que certes la calandre sera un petit peu fermée, mais c'est toujours la belle calandre single frame. Donc voilà, on reste dans le classique et on se rend un petit peu plus accessible chez Audi avec ce Q4 e-tron. Et certains regretteront effectivement que la calandre soit toujours la même, calquée sur tous les modèles. Mais elle évolue, on se rend pas compte, mais elle évolue. Maintenant, sur tous les SUV, elle est octogonale, elle est un peu plus large, c'est plus dynamique, c'est moins gros. Non, ça évolue, il faut regarder dans le détail. Ce sont des nouveautés dont d'ailleurs ont hérité les Q2 et Q5. Oui, de toute façon, le Q2 et le Q5 vont être restylés. Ils arrivent à mi-carrière. Donc, ils vont recevoir quelques petites retouches esthétiques extérieures sur la calandre, justement. Et puis aussi des petites mises à jour à l'intérieur avec écran tactile, peut-être pour le Q5. Et puis des choses un petit peu plus, des équipements et des aides à la conduite en plus. Mais là aussi, le style ne va pas être révolutionné sur ce restylage. Alors, on va clore cette partie sur les premiums allemands, chère Agnès. On va se concentrer à présent, et il a été évoqué dans les commentaires sur Facebook, sur le Mustang Mach-E, qui est donc le SUV Ford 100% électrique. C'est un beau bébé, hein. Moi aussi je lis mes fiches, 4,71 m, avec un prix de base sous la barre des 50 000 euros. Concrètement, Agnès, à qui veut-il s'attaquer, lui ? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a été très surpris quand on a vu déjà que Ford fasse un SUV électrique. Ben voilà, tout le monde en fait, donc il n'y a pas de souci. Là, on a été un petit peu plus surpris, c'est sur le nom qui lui a été donné, qui a pu choquer certaines personnes, donc Mustang, parce que Mustang, on l'associe plutôt à un V8 qu'à un silencieux bloc électrique. Bon. Et puis en fait, quand on l'a découvert en vrai, et c'est pour ça que je disais que vraiment c'est mieux les présentations en vrai, c'est vrai il a une bonne gueule, il est plutôt sympa, il va bien se faire remarquer dans la rue, il a pas mal d'originalité, notamment il n'y a pas de poignée de porte, il y en a une très discrète à l'avant, mais il y a un petit système avec son smartphone et puis des codes pour ouvrir la porte avant. À l'arrière, il n'y a pas du tout de poignée, d'ailleurs c'est assez compliqué à ouvrir, il faut choper le coup, c'est pas évident. Mais il a vraiment un bon look et puis il a un coffre tout à fait correct à l'arrière et à l'avant, il a aussi un petit coffre sous le capot, hein, puisqu'il n'y a pas de V8 sous le capot. Plein de rangement à la place, vous allez voilà, un coffre lavable en plus, donc il a ce côté pratique. Et puis à l'intérieur, il a un petit côté Tesla, hein. Là c'est pareil, hein, c'est pour tout le monde une référence. Donc il a ce côté Tesla avec une grande tablette qui fait je crois 40 cm de diagonale, qui est assez imposante. Une barre de son sur toute la largeur de la planche de bord. Donc voilà, donc il apporte des petits trucs et c'est plutôt pas mal. Bon alors, c'est cela, ce sera le chapitre d'après, mais pour clore ce chapitre Ford, il y a un autre modèle qui va arriver là dans le courant de l'année, c'est l'Explorer, et lui pour le coup, c'est un modèle conséquent qui était d'abord destiné au marché américain. Ah, mais c'est typiquement un modèle américain, mais vraiment, c'est énorme. Je crois qu'il fait plus de 5 mètres de long, 5 mètres 0,5. Parfait pour le centre-ville. Assez haut. Moi, j'ai eu la chance, pareil, de le découvrir en vrai. Il mesure 1,78 m, donc il est vraiment très grand. Il envoie quand on se dit « Ouh là là hein !» Et puis, quand on monte à l'intérieur, bon, alors ça, moi, je pense qu'il n'est pas encore tout à fait pour les standards européens. La planche de bord, elle est un petit peu… Bon, voilà. Nous, on est habitués à quelque chose d'un petit peu plus léché, un petit peu mieux. Mais voilà, c'est pratique, tout est à portée de main. Bon, il y a un écran qui n'est pas si grand que ça. Hein, voilà. Maintenant qu'on en voit des gigantesques dans toutes les voitures, par rapport à la grandeur de la voiture, c'est vrai qu'il fait un peu petit, mais il y a beaucoup de place. Il y a 7 places à l'intérieur. Et je peux vous dire qu'au deuxième rang, aux places traditionnelles, il y a vraiment beaucoup de place, hein, vraiment à la mode américaine. Et même au troisième rang, moi, je pouvais être installée sans aucun souci. Donc, voilà, le truc vraiment spacieux. Mais s'il peut venir en Europe, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il vient juste avec une motorisation
hybride rechargeable. Évidemment. Oui, parce que sinon, c'était pas possible. Parce que là aussi, je regarde mes petites fiches pour pas vous dire de bêtises. Je crois il a un 3 litres V6 quand même. Voilà. Pas mal. De 350 chevaux. Et puis le bloc électrique, lui, apportera 100 chevaux de mieux. Donc voilà. Donc c'est grâce à cette motorisation hybride rechargeable qu'il pourra entrer en Europe et justement faire baisser pas mal, toujours pareil, les émissions de CO2. Que Ford annonce d'ailleurs exceptionnel. On verra quand on testera et qu'on mesurera. Eh bien, on fera le point à ce moment-là avec les essayeurs d'AutoPlus. Agnès, à présent, on va parler de Tesla. Alors, il y a eu dans la gamme beaucoup de nouveaux modèles, des petits restylages par-ci par-là, mais la vraie nouveauté cette année, c'est l'arrivée du modèle Y, qui est finalement le petit frère du modèle X. C'est un modèle qui est pareil, qui est assez conséquent en taille. Vers qui Tesla vise en lançant cette nouveauté? Alors, côté gabarit, c'est plutôt un gabarit de Q5, de X3. Donc, et puis, c'est vrai que le modèle X est vraiment très très grand. Il est très remarquable par sa forme, par ses portes Falcon, etc. Celui-là, il sera plus classique parce qu'il s'inspirera plus de la modèle 3, dont il reprend d'ailleurs la base. Mais du coup, les constructeurs, on va dire premium en Europe, qui arrivent avec leur modèle comme justement le iX3 ou le GLC, eh bien, ils seront en confrontation avec ce type de modèle qui, je le précise, est déjà commercialisé aux États-Unis. Hein. On a une idée en France du tarif auquel il pourra être lancé? Non, pas encore. Alors, a priori, ça serait aux alentours de 55-58 000 euros. Hors bonus. Hors bonus, bien sûr. Ouais, d'accord, hors bonus. Très bien. Chez Mazda aussi, on se lance dans le SUV 100% électrique. Bah oui, hein, tout le monde en fait. C'est vachement bien, effectivement, comme on l'a dit, pour réduire les émissions de CO2 de la gamme. Et le petit nouveau chez eux, chez le constructeur japonais, il s'appelle MX-30. Alors bon, on va parler de son style d'abord parce que c'est vraiment une originalité, parce que autonomie et batterie sont vraiment ridicules. Donc autant parler de ce qu'il avantage. Ce véhicule est surprenant à tous les niveaux. Vraiment, c'est bizarre parce que d'abord, donc c'est le premier modèle électrique de Mazda. C'est un SUV, mais contrairement aux autres SUV, il n'adopte pas le même nom. C'est-à-dire que les SUV chez Mazda, c'est des CX. Là, lui s'appelle MX. Donc déjà, il se distingue. Il dénote. Voilà, par son nom. Ensuite, il se permet quelques excentricités avec donc il a un look vraiment sympa et puis des petites portes à l'arrière à ouverture antagoniste. Donc ça, c'est des choses qu'on voit souvent sur des concept cars et des choses comme ça, mais sur les modèles de série, ça se voit un petit peu moins. Donc il a ça et puis surtout, cette autonomie de 100 km. Bon. Alors ça. Alors ça, c'est un peu surprenant. Donc, je sais qu'il a été évoqué, qu'ils imaginent peut-être alors pas un range extender, mais enfin un système qui pourrait prolonger l'autonomie. Mais oui, alors on l'a pas vu en vrai encore. On devait le voir plein de fois, mais les rendez-vous ont été manqués. Voilà, c'est 140 chevaux et 200 km d'autonomie. Bon, c'est un peu faiblard, mais bon, on va pas juger, on attendra qu'il arrive. Et effectivement, il y a cette notion de range extender qui arrive avec éventuellement un moteur rotatif. Ce serait le retour du moteur rotatif, ce qui ne déplairait pas à certains puristes, même si. Mais sur un tour électrique, je ne sais pas ce que ça peut donner, parce que le rotatif, c'était quand même le son. Donc, Effectivement. Bon, du côté de chez Nissan, il y a un gros morceau qui s'apprête à être renouvelé. Agnès, dites-moi si je me trompe. C'est le Qashqai. Et des informations que vous avez eues, il pourrait être très proche niveau style d'un concept qu'on a vu à Genève l'année dernière, s'il me semble bien, qui s'appelle l'IMQ. C'est bien ça? Ouais. Alors, c'est vrai que pour le moment, on ne sait pas grand-chose sur le Qashqai. Ils arrivent à rester très, très, très secrets. Chez Nissan, même si on les harcèle pour essayer d'avoir des informations. La réponse, c'est un Qashqai, il va y avoir un Qashqai. Mais c'est vrai que oui, le Qashqai, c'est quand même le précurseur des SUV, des crossovers. Et donc, on attend cette troisième génération avec impatience. Il sera conçu sur la nouvelle plateforme de l'Alliance, cette fameuse plateforme CMF, de l'Alliance Renault-Nissan.
Et c'est vrai aussi qu'on nous avait présenté ce fameux concept IMQ qui avait vraiment un look assez particulier et on pense qu'il reprendra, alors ça va pas ressembler trait pour trait, hein, bien évidemment, il sera quand même un petit peu plus dans le style de ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais ce qui se détache chez Nissan, c'est toujours cette calandre, ce fameux V toujours de plus en plus grand, des lignes un petit peu plus tendues. D'ailleurs, le modèle, le Qashqai devrait grandir hein, dans cette nouvelle génération. Donc, on a hâte de voir ça. Alors, on espère que ce sera fin 2020, mais le secret est assez bien gardé, donc on verra bien. Bon, en attendant, on attend le Juke et puis le X-Trail, alors bon, qui n'est pas un SUV en tant que tel, mais X-Trail qui a été présenté un peu en sous-marin, enfin qu'on a entreaperçu en tout cas sur la toile. Voilà, exactement. Bon. Chère Agnès, on va à présent parler de Volkswagen. On a vu la semaine dernière une première image du Tiguan restylé. Et alors là, pour le coup, c'est pas un restylage juste petite correction par-ci par-là. Là, on lui offre carrément un nouveau regard au best-seller de chez le constructeur allemand. Ouais, vraiment, il change. Je ne veux pas dire que c'est assez surprenant parce que c'est vrai qu'ils sont toujours aussi, notamment sur un restylage, ils sont plutôt timides. Donc là, je pense que ça annonce d'autres choses certainement dans la gamme. Mais oui, il a vraiment un tout nouveau design de l'éclairage, du regard. Il va avoir le même système d'éclairage que la nouvelle Golf, la Golf 8, avec l'éclairage Matrix, IQ Lights, enfin c'est le nom qu'il leur donne. Il va aussi s'équiper des mêmes technologies qui sont apparues, des aides à la conduite qui sont apparues sur la Golf 8. Donc oui, effectivement, ce Tiguan restylé va franchir un petit step, ouais. Et je rebondis parce qu'il y a Florian qui est au taquet sur les commentaires, alors je le remercie, qui confirme effectivement que Volkswagen a bien prévu une version hybride rechargeable et même une version R. Ah oui. Et apparemment, cette fameuse version R devrait être quand même bien musclée. Donc, elle devrait faire plaisir. Bon, on parle de plus de 300 chevaux, c'est ça 330 peut-être même. Ouais, on verra, hein, mais voilà, ce sont les bruits qui courent. Mais apparemment, elle devrait faire plaisir. Et ce serait 330 chevaux avec un moteur thermique ou comme le Touareg R avec une version hybride rechargeable? Ça, pour le moment, on ne le sait pas encore. Non, ça n'a pas... Non, ça n'a pas fuité. Bon, il y a un autre modèle qui a été présenté par Volkswagen tout récemment. Alors, il s'appelle aujourd'hui Nivus, ce qui amène à beaucoup de jeux de mots avec son petit mot, hein, Nivus ni connu. Voilà, je la fais comme ça, allez, on passe à autre chose. Il pourrait très bien avoir un autre nom en France, puisqu'on sait que la nomenclature chez nous, c'est plutôt T quelque chose. Ouais. Ce Nivus, concrètement, Agnès, c'est quoi? Alors, ce Nivus, donc, a priori, il s'appellerait plutôt chez nous T-Sport, c'est ce qu'on imagine, hein, puisqu'il faut absolument c'était. Et en fait, c'est plutôt une version coupée du T-Cross, tout simplement. Donc c'est un petit gabarit, hein, c'est du 4,16 m environ. Il a été conçu au Brésil, développé là-bas, dessiné là-bas, et où il va être commercialisé dans un premier temps. Et normalement, il arrivera chez nous, en Europe. Il faut préciser qu'en ce moment, la tendance des SUV coupés, ça plaît beaucoup, parce que le problème des SUV, c'est ce côté un peu carré, un peu, même dans les petits, un peu trop 4x4 entre guillemets, et ça leur donne une mauvaise image. Donc de plus en plus de constructeurs font un semblant de ligne avec une ligne de toit un peu plus plongeante. Bon, c'est bon aussi pour l'aéro, hein, il faut le préciser, mais du coup ça fait un petit peu plus facilement passer le côté SUV, parce qu'ils sont quand même toujours très décriés quand même, hein, puisqu'on les voit beaucoup en ville surtout. Et celui-là, notamment ce Nivus, ou du moins T-Sport, c'est un modèle justement que l'on verra en ville. Justement, Valentin, sur les commentaires Facebook, s'indigne en disant qu'il se marre bien quand il voit des gens qui galèrent à garer leur SUV absolument inadapté au centre-ville. Ah ben oui, c'est sûr. Bon, j'ai gardé forcément le meilleur pour la fin, les nouveautés françaises. En termes de SUV, Agnès, chez Peugeot, cette année 2020, ce sera le 3008 restylé. Qu'est-ce qu'il va changer sur ce modèle Peugeot? Alors, le 3008, l'avantage qu'il a, il est sorti en 2016, donc il est quand même, il a juste 4 ans, hein, donc c'est le bon moment pour le restyler. Il
faut dire que quand il est sorti, il a fait un sacré carton, hein, parce qu'il avait le design extrêmement bien réussi, tant extérieur qu'intérieur. Et puis, il faut aussi l'avouer, par rapport à ses concurrents que peuvent être le Citroën et le Kadjar, il les a un peu surpassés, on va dire, au niveau des ventes. Donc, en fait, ce 3008, il craint pas vraiment les concurrents des autres marques, mais c'est vrai que la concurrence, elle vient en fait à l'intérieur et il a besoin de se remettre à niveau parce que sont arrivés la 508, la 208 et le 2008 et chacun de ces 3 modèles a apporté un petit peu du nouveau dans le style. C'est toujours pareil, hein, dans les nouveaux modèles, on ajoute des choses nouvelles en termes de style. Et donc là, lui, il va presque faire un peu, pas dépasser, mais voilà. Donc il faut qu'il se remette au goût du jour, poussé par ses petits frères et sœurs. Et du coup, il va avoir une nouvelle face avant avec les fameux crocs, hein, les mêmes styles d'optique qu'on a vus sur 508 et 208. Et puis, la calandre aussi qui va certainement être un petit peu plus verticale. À l'arrière, alors d'après ce que nous imaginons, il y a des chances qu'il ait un beau bandeau qui rejoigne bien les feux et bien dessiné, etc. Donc voilà, et puis c'est certainement aussi upgradé, mise à jour. Mise à jour de ces équipements et notamment s'équiper de la conduite autonome de niveau 2, etc., etc. Et tout ça en attendant le prochain. La future génération, la 3e génération, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Et ça, c'est prévu pour quand? Est-ce qu'on a déjà une idée de son arrivée? Moi, je dirais 2023. D'accord. Alors, ça, c'est la 3e génération. Mais pour le 3008 Restylé, là, ça devrait être dans pas longtemps. Hein. Imminent. Fin d'année. On est un petit peu perturbé pour les dates parce que c'est vrai que avec ce qui se passe en ce moment et cette période de confinement, on avait des presque certitudes avant le 14 mars, on va dire, avant le 16 mars. Et puis maintenant, on en a moins puisque donc les usines ferment. Alors, il n'y a que les bureaux d'études qui continuent à travailler, les développements, etc. Mais pour tout ce qui est production, c'est vachement ralenti. Donc, du coup, nous qui avions un peu une idée d'arrivée des voitures, on essaye de les décaler donc de quelques mois, 6 mois, on ne sait pas exactement, mais c'est vrai que là c'est un peu compliqué de déterminer l'arrivée des futurs modèles. Bon, et si je vous dis Renault Kadjar, vous allez me dire que c'est quand même pour cette année. On va quand même voir ce Kadjar renouvelé là prochainement. Moi je dirais que c'est dans plus longtemps, hein. Moi, je dirais que c'est plutôt plus tard en 2021. Ouais. C'est pas pour tout de suite. Et la nouveauté, ça pourrait être on avait vu présenter sur un salon alors c'était, j'ai mangé son nom, c'était pas un Kadjar coupé, mais en tout cas c'est ce qu'on va vous montrer à l'image. Mais en tout cas une déclinaison de SUV coupé chez Renault, ça c'est clairement dans les cartons et ça pourrait arriver très prochainement. Alors, il y a le futur Kadjar, voilà. Et puis aussi, il y a ce qu'on appelle le Kadjar coupé, où on l'avait vu un petit peu en Russie, l'Arkana, mais c'est une autre base, hein, donc voilà. Mais il y a des chances effectivement qu'il y ait un Kadjar coupé, donc ça c'est plutôt sympa. On a même vu un modèle camouflé en région parisienne il n'y a pas très longtemps. Donc ça veut dire que les tests se font. Mais je crois que c'est pas pour tout de suite non plus. Il va falloir attendre encore un petit peu. Je ne veux pas m'avancer, mais pas pour tout de suite. Du coup, chez Renault, rien au programme des SUV pour cette année 2020? Non, moi je dirais plutôt 2021 et 2022. Voilà. Juste de l'hybride rechargeable sur le Captur. Oui. Voilà, c'est la seule nouveauté. Voilà. Bon, on se contentera de ça. Agnès, on va clore cette partie avant de regarder rapidement les questions de chacun. Je voudrais juste parler des nouveautés 2021. À quoi peut-on s'attendre l'année prochaine? Je crois qu'il y a des Italiens, Alfa Romeo et Fiat qui ont prévu de nous montrer des choses. Oui, alors c'est vrai que du coup, dans tout ce qu'on a parlé, il y a beaucoup de modèles qui vont arriver aussi en 2021. Hein. Alors, il y a des différences entre la date de présentation, d'officialisation, où on nous le montre pour de vrai, et la date de commercialisation. Il y a toujours quelques mois d'écart, mais toujours pareil avec cette histoire de confinement, tout est un petit peu décalé. Donc, beaucoup de nouveautés qui étaient prévues cette fin 2020 vont être reportées début 2021. Mais c'est vrai que, alors,
Moi, il y en a un que j'attends avec impatience, mais alors là, c'est très, c'est tout à fait subjectif, c'est tout à fait personnel. C'est le Tonal de chez Alfa Romeo. C'est un modèle qu'on avait vu, pareil, à Genève en 2019, si je ne me trompe pas, qui est le petit frère du Stelvio et qui avait un look super. C'est-à-dire, on nous a montré un concept, mais c'était un concept qui, pour moi, était très, très proche de la réalité. Et donc, normalement, ça devrait arriver. Alors, on n'arrête pas de dire, il va arriver. Donc, j'espère que ça va vraiment le faire. Donc, ça, pour moi, c'est prévu 2021. Il aura des motorisations hybrides rechargeables, celles qui arrivent sur les Jeeps. Notamment, il va recevoir cette technologie. Je crois que ça sera le premier hybride rechargeable d'ailleurs d'Alpha. Et puis voilà, donc ça, moi j'attends avec impatience. Et puis après, plus dans le déroulement des choses, il y a aussi le renouvellement justement de la 500X. Donc ça, c'était prévu 2021. Alors, je pense qu'il y aura une évolution dans le style. Quand on a vu la nouvelle 500, qui d'ailleurs s'appelle la nouvelle 500 et qui n'est qu'électrique, il y a des chances pour que le 500X reprenne un petit peu le même style d'optique et des choses comme ça. Ça, on verra et on attend ça aussi. Bon Agnès, ça trépigne dans les commentaires et je vois Stéphane qui dit « Et pour le SUV Alpine ?» Alors, dites-nous plus sur le SUV Alpine. Le SUV Alpine, ça c'est un peu compliqué parce que moi je me souviens au tout début, c'était rigolo. Avant que l'Alpine, la nouvelle Alpine donc, ne sorte, on avait été à Monaco pour une présentation et là c'était encore sous la forme du concept. Et Carlos Ghosn était là à l'époque. Et je me souviens, il présentait ce modèle-là, enfin le concept de l'Alpine. Et la première question que les journalistes ont posée, est-ce qu'il va y avoir un SUV? C'était alors qu'on n'avait pas encore le modèle à la version de série de l'Alpine. Donc c'est quelque chose dont on parle depuis très très longtemps. L'Alpine, voilà, c'est la voiture qui fait craquer. Donc nous, on a imaginé, comme beaucoup de nos confrères, cette fameuse version donc de l'Alpine qui serait baptisée par nous la 410. Et alors, un coup, on dit qu'elle va se faire, un coup, on dit que ça va pas se faire, mais nous, on a envie d'y croire, donc logiquement, ça va arriver. Bon, alors, je sais pas si on doit croiser les doigts ou pas. Si, on y croit. Bon, ça va être vraiment un style de coupé aussi, mais ça sera sympa. Puis c'est sympa qu'il y ait un autre modèle chez Alpine. C'est surtout ça. Oui, voilà, c'est l'extension de la gamme, ça c'est vraiment bien. Bon, et alors, je vais parler, parce qu'on l'a évoqué avec Stéphane tout à l'heure quand on a parlé des nouveautés françaises, et il vous a laissé la primeur de parler du DS4 Crossback. Qui est-il? Quel va être son positionnement dans la gamme? Et à quoi faut-il s'attendre au niveau style? Alors, c'est vrai que chez DS, il y a le DS3 Crossback, DS7 Crossback, donc là maintenant il y a DS9. C'est évident que la gamme doit s'étendre, donc on attend ce DS4 Crossback pour 2021 aussi. Donc dans le style, il va s'inspirer beaucoup du DS7 Crossback bien évidemment et de ce qu'on a pu voir récemment aussi sur la DS9. C'est une évolution. Enfin, chez DS, ils ont vraiment un style très spécifique et je pense que c'est quelque chose qu'ils veulent conserver, qu'ils veulent cultiver. Donc, on retrouvera toujours beaucoup de chrome. Nous, on avait imaginé déjà, on avait une première idée, mais logiquement, ça devrait un petit peu évoluer. Alors, je ne veux pas en dire trop parce que c'est pareil, on va faire normalement, très prochainement, un sujet là-dessus. Donc, je ne veux pas trop dévoiler non plus nos secrets à nous. Les constructeurs en ont, mais nous aussi, on en a. Donc voilà. Donc, je pense que alors ça sera un cousin du Peugeot 3008, ça changera pas d'un point de vue technique, mais sur le style, je préfère qu'on attende un petit peu pour en parler, parce que notre illustrateur René Desmarais, qui est très fort, devrait nous pondre quelque chose d'assez sympa, donc je préfère ne pas en dire trop. Bon, je vais à présent aller piocher quelques questions dans la partie des commentaires de Facebook. Et j'en ai vu une passer. Alors, je m'adresse cette fois à Stéphane et à Agnès. Est-ce que vous avez eu quelconque information à propos des Porsche et notamment du Macan qu'on annonce dans sa future génération en 100% électrique? Est-ce que ça, c'est confirmé, par exemple? Ah, ça, c'est pour Stéphane, les Porsche. Oh là là. Alors, Stéphane, est-ce que vous avez quelques détails ou pas du tout? C'est une question qui a été posée sur le fil Facebook. Alors chez Porsche, c'est assez simple en fait, puisque si on regarde la gamme actuelle,
tous les nouveaux modèles ne reprennent pas le nom des modèles thermiques. Par exemple, il y a la Panamera qui est thermique et hybride, et il y a le Taycan qui est 100% électrique. Donc un Macan 100% électrique, je n'y crois pas. En revanche, un SUV du gabarit du Macan en 100% électrique, pourquoi pas, mais il ne s'appellerait pas Macan. Bon, on verra bien comment il va s'appeler. Donc voilà, le teaser est lancé. Il y a Julien qui pose une question et qui demande si les constructeurs français vont se mettre à faire des SUV ou en tout cas des modèles moins chers, suite, un peu dans l'esprit Dacia Sandero 3 ou Dacia Spring en positionnement, suite à tout ce qui se passe autour du coronavirus et de l'impact budgétaire que ça peut avoir, etc. Est-ce qu'on peut imaginer ça ou pas du tout? Est-ce que l'un de vous a une éventuelle réponse? Pas du tout. C'était une question comme ça. L'intérêt des SUV, souvent pour les constructeurs, c'est que c'est un truc qui est fait sur une base commune à plein d'autres modèles. Et puis, comme c'est vraiment le style de carrosserie qui est le plus en vogue, ça leur apporte beaucoup. Enfin, voilà, c'est assez rentable pour eux. Donc voilà, tant que ça marche, je ne vois pas trop l'intérêt. À part effectivement, mais ça c'est dans l'ADN de la marque, à part Dacia avec son Spring, enfin je ne sais pas s'il s'appellera comme ça au final, mais ça c'est dans l'ADN de la marque. Mais sinon les autres constructeurs, non, je pense qu'ils vont continuer à proposer des modèles au prix qu'ils affichent actuellement et qui remportent énormément de succès. Donc il n'y a pas de raison de changer. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Stéphane, mais... Non, moi je suis assez d'accord. Puis surtout que les constructeurs, ils vont être comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils perdent beaucoup d'argent en ce moment. Ils vont avoir besoin d'en récupérer, donc je ne les vois pas trop faire des modèles low cost. Il va falloir augmenter les marges. Donc plutôt peut-être jouer sur les remises en termes de vente, mais pas forcément baisser le tarif catalogue en tout cas. Une question pour vous, Stéphane, c'est à propos du retour des berlines tricorps dans la gamme Citroën façon C6. Alors il y a quelqu'un qui parle de la C-Élysée. Est-ce que c'est envisagé ou alors complètement exclu? Oui, j'ai vu, je crois que c'est Florian qui parlait qui milite pour le retour, le fameux qui milite pour le retour de la C-Élysée. Donc c'est donc lui qui visiblement a acheté la C-Élysée en France, la seule, c'est donc lui. Clairement, les berlines tricorps en Europe du Nord, dont fait partie la France, ne marchent pas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un type de carrosserie qui ne plaît qu'en Europe du Sud, Espagne, Portugal et Italie. Il y a eu quelques essais, notamment la Citroën C-Élysée, mais il y a aussi une Mazda 3 qui existe en tricorps. Très franchement, ça ne fait pas le gros des ventes. Je ne sais même pas si les concessionnaires en ont à montrer, même quand elles sont au tarif. Là, il faudrait plutôt raisonner en termes de voitures mondiales, donc il faut plutôt tabler sur des marques qui ont des présences mondiales, je pense à Toyota notamment, qui peuvent proposer des berlines tricorps pour les marchés qui en sont friands, notamment Amérique du Sud, et pourquoi pas éventuellement les importer en Europe, mais j'y crois assez peu puisqu'elles se vendent très mal. Une autre question qui est à la fois destinée à Stéphane et Agnès, l'avenir du Scénic, est-ce qu'on en sait un peu plus sur cette voiture? Pas du tout. Est-ce que ce sera un modèle qui sera amené à être prolongé dans la gamme? Alors, oui, madame. Madame Agnès a une réponse. On sait déjà que l'espace va s'arrêter. Et moi, je pense que le Scénic, à terme, va aussi s'arrêter. Bon, très bien. Parce qu'en fait, ce sont toujours pareil, des carrosseries qui ne sont plus autant prisées. Ce sont des voitures qui avaient énormément de qualité par leur habitabilité, leur modularité, etc. Et de plus en plus, les constructeurs, et notamment, là aussi, je ne veux pas dévoiler des secrets, il faudra lire Autoplus, mais, et notamment Renault, se dirigent vers des modèles, des SUV qui sont, entre guillemets, de moins en moins des SUV. C'est-à-dire que dans le look, ils sont de moins en moins cubiques, etc. Ils vont être de moins en moins hauts et ils vont afficher de plus en plus de modularité. Donc maintenant, je pense, mais il y a de fortes chances que des modèles comme le Scénic disparaissent véritablement pour être remplacés par ces nouveaux SUV qui vont être un peu une utilisation mixte, qui vont combiner le look du SUV et puis le côté pratique des monospaces. Bon, j'ai
Mon rappel que ça fait déjà 1 heure qu'on se parle puisque le soleil commence à me grignoter. J'ai une dernière question, Stéphane, et elle est posée par Loïc dans les commentaires. Non, peut-être pas par Loïc, mais en tout cas, elle est évoquée dans les commentaires Facebook. Est-ce qu'une 308 électrique, c'est une voiture que l'on verra, ou est-ce que pour le moment, la compacte dans cette motorisation n'est pas proposée? Enfin, pour la génération actuelle, ce n'est tout simplement pas possible puisque la plateforme ne le permet pas. En revanche, pour la prochaine génération, il y aura de toute façon au minimum de l'hybride rechargeable et vraisemblablement du 100% électrique. Il y a fort à parier que oui, Peugeot va s'y mettre aussi sur sa compacte. Bon, je vous remercie Agnès, Stéphane, tous les deux d'être intervenus dans ce premier Facebook Live sur Auto Plus. Je voudrais juste vous demander un petit teasing du numéro qui va être en kiosque demain. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les sujets nouveautés que vous avez proposés à nos lecteurs, puisque le journal est toujours en vente? Agnès, Stéphane. Bien, alors, pas de teasing. Mais, non, c'est pas ça, mais je suis désolée, mais c'est vrai que comme on est, nous, en décalé, puisqu'on est... quand on boucle un numéro, il sort que la semaine d'après. Du coup, là, je suis un petit peu perdue et je suis dans le sujet que je viens de faire. Et qu'est-ce que j'ai fait comme sujet? Je me souviens même plus. Ah, Stéphane a une réponse peut-être? Non, pas du tout. Si, moi j'ai une réponse. Alors, le teasing du numéro. Alors moi, c'est plus facile pour moi de donner une réponse parce que moi, je ne travaillais pas cette semaine. Donc, moi, j'ai suivi de loin. Et donc, il y a un très bon sujet d'Agnès dans le numéro de vendredi, donc qui sort demain, autour d'une illustration de notre petit génie René Desmarais sur des nouveautés Renault. Et bien voilà, c'est ça. Des nouveautés Renault, des SUV Renault rechargeables. Des nouveautés Renault fortement inspirées pour ceux qui suivent du concept car Morphose qu'on aurait dû voir à Genève. Voilà, un très bon sujet d'Agnès. Bon. Eh bien, merci à tous les deux. Bon confinement, restez bien chez vous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur ce live Facebook. Je vous l'ai dit en introduction, on se retrouvera très prochainement pour de nouveaux directs avec des journalistes de la rédaction. Et le prochain, notamment, c'est notre expert Formule 1, Jean-Louis Moncey. Il nous a promis d'intervenir. On parlera avec lui de ce début de saison, pour le coup, très chaotique. Merci à tous, beaucoup de nous avoir suivis. Salut Stéphane, salut Agnès. Salut Géraldine. Salut. Et puis à très vite sur Autoplus, le Facebook d'Autoplus et bien sûr le site internet www.autoplus.fr. Salut!